Je vais essayer pour voir si ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous, c'est tout bon? Au fond aussi, vous nous entendez bien? Bon, super. Enchantée à tous. On est très heureuse de pouvoir avoir ce temps de parole et d'échange pour vous présenter un petit peu la particularité de notre maison d'édition. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Émilie Blanchard. Je suis enseignante de formation et je fais partie des fondateurs de la maison d'édition lelivrescolaire.fr. Donc, c'est une maison d'édition qu'on a montée il y a 15 ans et on fait cette année nos toutes premières collections pour le primaire. On est très heureux de pouvoir vous les présenter avec une méthode de lecture CP et une méthode de maths CP. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de notre modèle collaboratif. Donc, on va commencer par une rapide présentation. Je vais revenir un petit peu sur la genèse de ce projet, parce que c'est très, très lié au collaboratif. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'avoir un échange avec Anne et Morgane, qui sont présentes avec nous aujourd'hui, qui sont les deux autrices de la méthode de lecture. Alors, je vous la montre, voilà, OCP avec Mélie, sur laquelle on a travaillé cette année. Et donc, l'idée, c'est d'échanger ensemble sur leur expérience du collaboratif pour incarner un peu l'expérience collaborative et que vous voyez un peu comment ça se déroule dans les faits. Par ailleurs, derrière, vous avez aussi des petits exemples de documents de travail qui sont les nôtres et qui incarnent aussi le collaboratif. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange et de questions. Si vous avez des questions sur la façon dont ça se déroule, des choses plus précises, on sera là pour y répondre. Voilà. Peut-être pour commencer, vous raconter un petit peu la petite histoire du livre scolaire. Pourquoi est-ce qu'on a décidé, il y a 15 ans maintenant, de lancer notre problème technique? C'est bon là? Vous me dites si jamais ça coince. C'est un projet qui vient de salles de profs. L'idée, elle était toute simple. Moi, j'étais jeune prof à l'époque. J'observais qu'on recevait pas mal de spécimens des éditeurs. Et les spécimens, c'est quelque chose d'assez particulier. On a beaucoup de choses à en dire, souvent, quand on les reçoit. En positif, il y a plein de trucs où en feuilletant, on se dit mais ça c'est trop bien, c'est super chouette, j'ai hyper envie de l'utiliser avec mes élèves, ça je suis sûre que ça va fonctionner, ce texte-là je l'adore, etc. Et puis, on a aussi, et on en fait tous l'expérience, des petites choses qui coincent ou des choses qui nous vont moins bien. Des textes qu'on trouve trop difficiles, des documents qui ne nous semblent pas adaptés, des questionnements. Souvent, ça se cristallise beaucoup autour de la question des consignes et des questionnements qui ne nous semblent pas à la portée des élèves, etc. Et l'idée, ça a été de se dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne sortirait pas de cette frustration d'avoir le manuel imprimé entre les mains, et là, on a plein de choses à en dire, on l'utilise avec nos élèves, mais on ne sait pas vraiment à qui faire remonter tous ces retours de terrain, tous ces retours d'expérience. Pourquoi est-ce que ça, on ne le ferait pas avant l'impression du manuel? Et pourquoi est-ce qu'on n'élargirait pas le nombre de personnes qui travaillent en tant qu'enseignants sur un manuel scolaire? Évidemment, tous les manuels scolaires sont faits par des enseignants, hein, quels que soient les éditeurs. Donc, c'est des profs qui ont une fine connaissance du terrain. Mais nous, notre pari, ça a été de se dire qu'on serait plus intelligent en étant plus nombreux, qu'on arriverait à faire un contenu qui serait plus proche encore du terrain que ce qui existait à l'époque, et quelque chose qui intégrerait des expériences aussi très différentes, parce qu'évidemment, quand vous avez une équipe avec quelques auteurs, on a tous un public particulier devant nous au quotidien. On est tous dans des établissements qui parfois ont des profils assez similaires. Et évidemment, les spécimens s'adressent à tous les établissements, tous les collègues, etc. Donc l'idée, elle venait de là. Et le pari, c'était de se dire, on va ouvrir la petite fabrique des manuels scolaires, on va l'ouvrir à un grand nombre d'enseignants. Et au moment où on écrit, on va vous raconter ça, où on écrit les contenus, donc au moment où Anne et Morgane étaient en train de travailler sur la P1 et nous rendaient leurs manuscrits au fur et à mesure, on a un premier échange déjà avec l'équipe éditoriale, et puis ensuite on ouvre et on fait ce pari-là d'ouvrir à des dizaines de collègues en leur disant faites-nous vos retours. Dites-nous
ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui vous va? Qu'est-ce qui vous va pas? Qu'est-ce que vous adorez? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui pose problème? Et ensuite, on retravaille à partir de ces retours. Et ce principe-là, qui est tout simple, hein, finalement, on le met en œuvre sur plein de choses. C'est-à-dire qu'on démarre par la réflexion en amont du projet. On va on a plusieurs personnes dans l'équipe qui passent des centaines d'heures à appeler des profs et qui font ça pendant des mois. Pendant des mois, qui font des entretiens téléphoniques avec des collègues en disant voilà, parle-moi de toi, parle-moi de ce que tu fais en cours, parle-moi de ce que tu utilises comme ressources, parle-moi de ce qui te plaît, de ce qui te plaît pas, des frustrations que tu as, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose... on accorde une attention très très particulière à ces moments-là parce que notre projet, il naît de là. Et ensuite, tout au long du projet, et on va maintenant s'y attacher, on va régulièrement solliciter les collègues. Donc, on bosse sur le projet PEDA, et on travaille dessus en interne. Ensuite, on l'ouvre, on le fait relire. On bosse sur la progression, les filles travaillent dessus, on en discute avec l'éditrice. Et puis ensuite, on l'ouvre, on le fait relire et on modifie au fur et à mesure. Et donc, on est en permanence dans ce mouvement qui permet d'avoir beaucoup de retours sur les contenus au moment même où on rédige les contenus. Voilà. On va passer peut-être pour incarner un petit peu tout ça, un échange libre avec Anne et Morgane. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter en 2 mots chacune. Et puis ensuite, on a des petites questions pour rentrer un petit peu dans le concret. Ouais, bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Anne Vasset et je suis enseignante depuis une vingtaine d'années. Et ça fait 10 ans que je suis sur du CP. J'ai pu utiliser plein de méthodes de lecture, toutes avec des plus, des moins, et j'ai trouvé ça génial de pouvoir créer une méthode de lecture avec des centaines d'enseignants qui donnent leur avis, où on essaie de tirer le meilleur pour faire un outil clé en main qui puisse plaire à plein d'enseignants et qui puisse surtout servir l'intérêt de tous les élèves dans de nombreuses écoles, quels que soient les contextes. Voilà. Bonjour, alors moi je suis Morgane Droit, j'ai un poste de coordinatrice Ulysse actuellement, mais auparavant j'ai été remplaçante pendant 4 ans. J'ai également eu une classe de CP et d'autres classes autres niveaux précédemment. Ça fait un peu plus de 10 ans que j'enseigne. Et du coup, je trouvais que c'était une aventure extraordinaire de pouvoir mettre au service tout ce que j'avais pu découvrir dans des classes déjà, parce qu'en tant que remplaçante, c'est vrai qu'on découvre beaucoup de façons de travailler, beaucoup de méthodes, beaucoup d'idées qui sont très souvent excellentes. Et de pouvoir mettre tout ça dans un manuel et en plus de pouvoir échanger avec les collègues et co-créer tous ensemble pour faire le manuel le plus efficace et qui répondrait à un maximum de besoins de nos élèves. Voilà, c'était une aventure vraiment extraordinaire. Que je souhaite à tout le monde d'ailleurs. Alors, merci à toutes les deux. Anne et Morgane, vous les retrouvez là, sur la première page. Donc, c'est les autrices principales de la méthode. Et hop, voilà, on a un comité scientifique qui est composé de CPC, d'IEN et parfois d'universitaires sur des thématiques bien précises. Par exemple, pour l'étude de la langue en français. En maths, on a des didacticiennes aussi qui nous accompagnent sur le projet. Et voilà, pour incarner un petit peu le collaboratif, ça, c'est une page avec tous les collègues qui ont donné leur avis sur la méthode tout au long du projet. Et quand je dis donner leur avis, c'est pas répondre à un sondage. C'est vraiment passer plusieurs heures à relire des contenus, à faire des retours sur les contenus à plusieurs reprises dans l'année, pour certains à tester des pans entiers de la méthode en écrivant à côté ce qui fonctionne moins bien, etc. Donc c'est vraiment un investissement qui est réel dans le projet. Et vous voyez un peu les différentes académies, ça vient d'un peu partout, avec des profils de classe qui sont assez différents. Donc ma première question pour vous, les filles, c'est peut-être... il y a quelque chose d'un peu stressant peut-être ou d'un peu étrange à se dire que on va rédiger des contenus qui vont être relus ensuite par des dizaines de collègues qu'on ne connaît pas. Comment est-ce que vous avez vécu ces relectures collaboratives? Morgane, peut-être si tu peux nous en dire un mot? Oui, il y a forcément un peu d'appréhension d'être lu par des centaines de collègues. Ce qu'on appréhendait le plus, c'est finalement quand la relecture collaborative s'ouvre, de recevoir énormément de commentaires et de ne pas pouvoir
tous y répondre, ni même tous les prendre en compte. Donc il y avait un peu cette appréhension-là, surtout que la relecture, elle se fait à travers un écran interposé. Enfin, il n'y a pas d'échange direct. Donc l'appréhension, c'était aussi de ne pas pouvoir échanger, argumenter en direct, et que ça soit un peu, pas forcément très fluide ou un peu compliqué de se comprendre. Ce qui n'a pas du tout été le cas. Hein. Finalement, l'appréhension a vite été élevée. On a eu des échanges très fluides, des remarques très pertinentes, très bienveillantes également, vraiment, ça a été très enrichissant pour nous. Ce qui est difficile aussi, ce qui peut paraître difficile aussi, c'est qu'on expose notre façon de faire. En fait, on vient en proposant notre façon d'enseigner, notre façon de voir la pédagogie. Et forcément, elle est remise en question. Donc, on se remet nous-mêmes en question. Au début, on se dit, bon, est-ce que ça va aller ? Est-ce que ça va être un peu difficile de recevoir ces commentaires ? Et finalement, c'est fait avec tellement de bienveillance et c'est tellement pertinent. Et au contraire, c'est enrichissant. Donc, c'est vraiment l'appréhension est vite levée et ça devient une expérience très enrichissante pour nous. Petit point sur... vous vous demandez peut-être concrètement comment ça se passe. Je pense que dans les images qui défilent derrière, vous avez des exemples. Il n'y a pas de plateforme secrète derrière tout ça. On utilise Google Drive. En collaboratif, ça fonctionne hyper bien. Ça permet d'être connecté à des horaires parfois improbables, mais en tout cas, chacun fait avec les contraintes de sa vie pro-perso, et ça permet de se retrouver de façon asynchrone et d'échanger. Voilà. Par exemple, là, Muriel Grand-Clément. Muriel, elle est directrice de la collection de maths. Elle est CPC à Lyon et elle travaille avec 5 auteurs, autrices et un auteur sur les maths. Et là, les collègues que vous voyez, c'est des personnes qui ont participé. Donc, c'est des captures d'écran. Bon, c'est pas hyper joli ni très élaboré, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'on va... proposer des contenus, on les met en ligne, et ensuite, par commentaire ou sur des docs qui sont liés, les collègues vont faire des retours vraiment très précis sur ce qu'ils ont découvert. Peut-être, Anne, de ton point de vue, qu'est-ce que le collaboratif a apporté au manuel, et en quoi est-ce que ce processus d'écriture fait que c'est un manuel peut-être différent de ce qui peut être proposé par ailleurs ? Alors, le collaboratif, comme le disait ma collègue, c'est des centaines d'enseignants qui croisent leurs regards. Des fois, en tant qu'auteur seul, on ne peut pas penser à tout. On a nos façons de faire, on a nos façons de penser, nos pratiques en classe. Et quand on échange avec les co-auteurs, on a des centaines de remarques qui nous font penser à des tas de choses auxquelles on n'aurait pas pensé seul. Par exemple, quand on avait fait la progression, on l'avait donc soumis à la relecture des co-auteurs, et certains nous avaient dit moi, en classe, quand je fais ce graphème avant celui-là, ça me gêne parce que... Et puis ensuite, ils donnaient leurs arguments et on a trouvé des choses très pertinentes, ce qui fait qu'on a revu la progression. Qui a ensuite été à nouveau soumise et qui plaisait plus. L'histoire filée que j'ai écrite, j'écrivais donc sur les petits personnages. Et certains co-auteurs me disaient qu'ils ne comprenaient pas trop leur caractère. Moi, je les connaissais parce que j'écrivais dessus et j'avais en tête plein de choses. Mais eux, quand ils les lisaient, ils ne voyaient pas ce que moi, je pensais leur faire voir à travers mes écrits. Donc pareil, ils m'ont dit peut-être faire plus ressortir les traits de caractère d'un tel ou de mettre plus en valeur ceci, cela. Et donc, j'ai repris leurs conseils et c'est vrai qu'après, c'était vraiment mieux. Quand on travaillait sur les pseudomots, certains de nos pseudomots ressemblaient trop à des mots existants. On s'en était pas rendu compte parce que quand on écrit, on a la tête dans le guidon et du coup, on se rend pas toujours compte de tout. Et ces retours de co-auteurs, c'est vraiment comme un second souffle. Et des fois, on se dit ah oui, c'est vrai, oui, et ça fait du bien. Parce que du coup, on n'est pas seul. Des fois, on s'écarte un petit peu, on est fatigué, et puis hop, on nous remet dans les rails, on nous refait des retours très pertinents. Et ça, c'est vraiment chouette.
Par exemple, dans le guide pédagogique, on a fait des fiches de prep pour chaque étude de graphème. Vous pourrez y trouver des conseils. Donc nous, on donnait des conseils pratico-pratiques pour chaque graphème. Et il y a plein de co-auteurs qui ont aussi donné des conseils très pertinents auxquels on n'aurait pas pensé. Et nous-mêmes, on va les mettre et on les a mis en pratique dans nos classes. Donc tous ces échanges de pratiques, c'est vraiment riche. Et ça nous a aussi vraiment beaucoup apporté à nous. Certains nous avaient fait la remarque, votre méthode en double niveau, comment est-ce qu'on peut faire? Et là, on se dit, mais oui, pourquoi pas, dans le guide pédagogique, proposer un emploi du temps qui fait ressortir les moments où nos élèves seront en autonomie pour faire savoir à l'enseignant à quel moment est-ce qu'il peut retrouver son autre groupe. Donc, tous ces retours étaient vraiment constructifs et pertinents et on n'y aurait pas pensé seul. Donc c'est vrai que tout ça, ça rend vraiment la méthode différente parce que c'est des centaines d'enseignants qui croisent leurs regards et on a vraiment ressenti qu'on a été une super équipe, qu'on a pu discuter sur chaque point, sur chaque détail et peut-être que nous, on n'aurait peut-être pas été aussi pointilleux sur chaque détail. En plus, on n'est pas forcément... expert sur chaque point et tous ces retours, ça a vraiment affiné tout ce travail qui vraiment, j'espère, va permettre de proposer un manuel pour tous les enseignants et pour tous les élèves et leur réussite. Voilà. En tout cas, merci à tous ces co-auteurs qui, grâce à eux et tous leurs conseils, ont affiné et rendu le manuel vraiment plus qualitatif. Peut-être, alors, dans l'intitulé de l'intervention, il y avait aussi, je crois, un petit truc sur les coulisses, comment est-ce que ça se passe. Peut-être pour vous dire un peu aussi quel est le travail avec les équipes éditoriales en interne. Là aussi, alors pour le coup, là, c'est comme dans toutes les maisons d'édition, il y a un gros travail chez tous les éditeurs qui est fait par les équipes en interne, les éditrices, les éditeurs, l'assistant d'édition, etc. Il y a beaucoup de métiers derrière, il y a aussi les graphistes. Chez nous, on a une grosse composante numérique. Vous le savez peut-être, on a un site, lelivrescolaire.fr, qui est en accès libre et gratuit pour les enseignants, qui nous a beaucoup fait connaître dans le secondaire. On est le site internet éducatif le plus consulté par les enseignants dans le secondaire. Et on espère bien que ce sera la même trajectoire dans le primaire, bien sûr. Donc, on a toute une équipe derrière sur un projet éditorial. Peut-être pour incarner aussi cette partie-là, est-ce que, Morgane, tu veux nous dire un petit peu comment on a travaillé ensemble ? Oui. On a eu la chance de pouvoir rencontrer les équipes sur place, mais aussi d'échanger énormément avec eux. On a eu des échanges quotidiens, non seulement avec l'éditrice, mais avec toutes les équipes. Ce qui est très impressionnant pour nous, c'est qu'en fait, toutes les différentes équipes maîtrisent le manuel, savent de quoi on parle, savent qui on est et sur quoi on travaille. Et du coup, c'était vraiment des échanges enrichissants. On a pu vraiment être contactés par les différentes équipes, je pense notamment au numérique, qui nous ont fait tester la version numérique du manuel pour avoir notre ressenti en tant qu'enseignante et aussi ce qu'on attendait, ce qu'on pouvait apporter en plus. Ils nous ont vraiment écoutés surtout sur toutes nos idées, même les plus folles. En fait, je pense là au Clickmo. Nous, on a imaginé des choses en se disant tiens, ça serait génial quand il y a un mot que les élèves ne comprennent pas, plutôt que d'aller faire une recherche sur Internet, de trier les images qu'on peut montrer, de pouvoir juste cliquer sur le mot et qu'il y ait une image qui apparaisse. Ça nous semblait pas forcément faisable et eux l'ont fait. On a été vraiment entendus, écoutés et suivis dans toutes nos idées, même quand ça paraissait un peu fou. Enfin, même l'outil numérique pour les chevrons. On a un outil de manipulation en forme de chevron. On leur a dit que ça serait super de pouvoir le projeter au TNI et de le faire en même temps, ou qu'un élève passe au tableau le faire en même temps que les autres le font sur la table. Enfin, c'est réalisé, c'est fait. Donc c'est vraiment un travail d'échange constant avec la communication aussi. Ils nous ont expliqué toutes les démarches qu'ils font, le fait qu'ils contactaient les écoles où ils envoyaient les spécimens. Ils nous ont demandé comment ça se passait pour nous dans nos écoles. Enfin, vraiment, ils sont proches de nous et on a vraiment échangé quotidiennement et c'était du coup des échanges toujours très bienveillants et constructifs. Et là encore, en fait, ça nous a fait sentir vraiment on est une équipe tous ensemble. En fait, avec que ce soit même les relecteurs ou même les enseignants avec qui ils échangent, ils nous faisaient remonter des commentaires sur les collègues qui avaient reçu les fascicules. Vraiment, il y a un lien constant, un échange constant. Toutes les propositions, toutes les idées sont prises en compte et remontées. Donc voilà, c'est une équipe et on s'est senti vraiment porté et écouté tout le long de la création du manuel.
Donc peut-être pour bien être clair sur les rôles, vous avez plusieurs façons de contribuer au projet. Je rebondis sur ce que tu dis, Morgane. Il y a des auteurs, des autrices, des auteurs qui vont rédiger une partie des contenus, comme chez n'importe quel éditeur. Vous avez des co-auteurs qui sont très nombreux et qui vont relire certaines parties du manuel et faire des commentaires comme ce que vous voyez passer, par exemple, au tableau. Et puis, il y a plein de sollicitations. Il y a aussi des moments où on se réunit en présentiel, même si on le disait tout à l'heure, la majorité des échanges se fait sur cette plateforme qui est très pratique et qui permet vraiment de travailler de n'importe où à n'importe quelle heure ensemble. Ça permet vraiment sur le numérique par exemple aussi de tester à très large échelle et ça c'est un point important. Anne, tu es passée de l'autre côté à un moment, côté co-autrice sur le manuel de CE1 si je dis pas de bêtises en français, peut-être pour nous partager ton expérience là-dessus et puis ensuite on vous laissera poser des questions. Alors j'ai souhaité aussi, passer de l'autre côté et être co-autrice sur le manuel CE1 qui est en train d'être fait. Et j'ai trouvé ça vraiment super de pouvoir découvrir toutes les étapes de la rédaction au moment où elles sont en train de se faire. J'ai relu pas mal de choses et je trouvais ça vraiment très chouette de pouvoir demander des éclaircissements sur certains points, de pouvoir partager ma vision des choses avec l'autrice. Par exemple, à un moment donné, sur un exercice, je ne comprenais pas trop la consigne, je trouvais que ce n'était pas très clair, on a échangé dessus, elle l'a reformulé. Après, il y avait un exercice de conjugaison que moi j'identifiais un petit peu difficile pour mes élèves, je lui ai expliqué ma façon de faire, on en a discuté, elle a fait une autre proposition, enfin voilà, c'était vraiment des échanges super constructifs. Elle m'a dit que ça lui avait permis de prendre du recul, qu'on s'était questionné ensemble et moi j'ai eu la même impression en tant qu'autrice avant. C'est vrai que ça fait vraiment prendre du recul, on se questionne sur sa pratique, on échange les retours des gens. Et c'était vraiment très très chouette d'être co-autrice. On sent vraiment qu'on est une super équipe, qu'on soit auteur, co-auteur, on travaille tous ensemble et c'est vraiment très très agréable pour essayer vraiment d'aboutir au meilleur rendu possible. Donc auteur, co-auteur, les deux, c'est vraiment une expérience très très enrichissante. Et c'est vrai que dans notre métier, la remise en question, se questionner sur sa pratique, échanger avec les autres, voir comment ils font, sortir de sa classe, voir un peu les outils que les gens utilisent, comment ils les utilisent par rapport au public qu'ils ont. Donc tous ces échanges-là, c'est vraiment constructif, c'est très agréable pour soi et je pense que ça fait un rendu très, très, très fiable et très destiné vraiment aux enseignants et aux élèves, quelque chose de 100% terrain. Peut-être vous laisser la parole. Vous avez certainement des questions, soit sur la façon dont ça fonctionne, creuser certains points, des interrogations diverses. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Oui, alors je ne sais pas si on fait passer les micros, on vous entendra peut-être mieux. Un peu de pression, mais tout va bien. Bonjour à tous, à toutes peut-être, non à tous. Moi, ma question, ça serait sur l'aspect matériel. Est-ce qu'il y a un manuel plus des fichiers ? Est-ce que c'est qu'un manuel ? Comment ça marche avec l'aspect matériel ? Parce que c'est vrai qu'on se perd un peu dans toutes les méthodes. On ne sait jamais s'il y a un fichier, deux fichiers, un manuel. Donc c'est plus sur cet aspect-là. Alors pour notre méthode de lecture, donc vous avez un manuel et vous avez sur le site lelivrescolaire.fr le guide pédagogique en ligne que vous pouvez aussi acheter en version papier, mais il est gratuitement sur le site du livrescolaire.fr et vous avez près de 100 000 fiches numériques téléchargeables. Pas 100 000. Ah non, 1000, pardon. 1000. Alors, on bosse beaucoup, mais quand même 100 000... Pardon. Ouais. Oui, près de 1000 fiches numériques en ligne, donc téléchargeables pour
travailler toutes les étapes pour chaque graphème. Donc, vous avez des fiches de tri de lettres, des fiches de discrimination visuelle du graphème, vous avez des fiches de copie, des fiches de graphie. En fin d'études de graphème, on propose des ateliers en autonomie, des ateliers guidés avec l'enseignant pour faire de la lecture expressive. Donc, vous avez plein de fiches que les élèves peuvent faire en autonomie, des phrases que l'élève lit, ensuite il dessine ce qu'il a compris, des phrases à reconstruire avec des étiquettes. Vous avez aussi en ligne énormément de différenciation. Tous nos textes dans le livre apparaissent en 4 versions. Vous avez la version segmentée colorée qu'on appelle la version 10. Vous avez la version pour malvoyants. Vous avez la version fluence, la version lecture expressive. Vous avez aussi à disposition gratuitement sur le site l'outil de manipulation. Vous avez les versions audio de tous nos textes et des contes également qu'on propose, qui sont aussi en partenariat avec Bookinou. En tout cas, si vous avez le manuel, le site, tout est faisable. Il y a un fichier d'exercice qui arrive, mais en tout cas, tout ce qui est sur le site suffit à l'utilisation de la méthode. Voilà. Et simplement un petit point là-dessus, parce que je sais que beaucoup de collègues s'interrogent et légitimement en nous disant mais comment ça gratuit en ligne? Vous faites comment en fait pour vivre? Il n'y a pas de secret derrière tout ça. On finance le projet par la vente des manuels papier. Et je l'ai dit au tout début, on est présent dans le secondaire depuis 15 ans. On est un éditeur notamment sur la partie numérique qui connaît un beau succès auprès des enseignants. Donc on a dans le secondaire des versions premium qui permettent des interactions prof-élève, des fonctionnalités aussi de personnalisation par exemple, et qui sont vendues aux établissements. Donc pour nous, le site, c'était un des vraiment au pilier du projet. En pilier du projet, on avait le collaboratif et on avait le numérique gratuit en ligne. C'était vraiment 2 choses hyper importantes pour nous. C'est dans l'ADN du projet depuis le début et c'est quelque chose qu'on conserve et qu'on conservera sur tous nos projets. Donc, vous pouvez aller vous balader sur lelivrescolaire.fr parce que, pareil, souvent, il y a des collègues qui me disent « Non, mais attends, c'est gratuit si j'achète les versions papier. » Non, tu peux aller te balader et avoir accès aux ressources dont parlait Anne directement et c'est la même chose sur tous les projets. Donc voilà, sur le primaire, c'est en cours de finalisation, pardon. Les équipes, faut savoir que chez nous, il y a presque autant de développeurs que d'éditeurs, voilà, en interne, dans l'équipe. On est à Lyon et donc sont en train de finaliser tout ça. Ce sera en ligne dans le courant de l'été, mais vous pouvez déjà aller consulter. Il y a déjà des petites choses qui sont en ligne. Ils sont en train de finaliser les fonctionnalités dont Anne parlait tout à l'heure et Morgane, vous avez évoqué plusieurs fonctionnalités numériques qu'on peut vous montrer. On a un stand un petit peu plus loin, donc n'hésitez pas à venir voir si vous voulez approfondir certains aspects. On peut vous faire des petites démos aussi. Voilà, simplement parce que c'est souvent une question qui se pose. Je crois qu'il y avait une collègue qui avait... Oui. Oui, en fait, c'était... Je crois pas. Allô? Oui, super. Non, c'était par rapport en fait au statut des co-auteurs, parce que vous les appelez des co-auteurs, donc ça veut dire que j'imagine qu'ils rédigent quand même certains éléments du manuel ou des fiches, et qu'ils ont donc un contrat d'auteur. Alors, très bonne question. Sur les co-auteurs, c'est un vocable qui existe chez nous depuis le début et qu'on a conservé tel quel. On a parfois entendu que... il y a parfois des collègues plutôt qui se disent « Mais alors quoi, c'est de l'écriture à 150 fois 2 mains, à 300 mains, etc. » C'est un processus d'écriture qui est quand même assez hiérarchisé. Les co-auteurs, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure derrière, ils font des remarques avec des suggestions qui peuvent être intégrées, et je pense que ça a été de nombreuses fois le cas, qui sont intégrées directement dans la version retravaillée par les autrices ou les auteurs, mais ils produisent pas directement de contenu, ils n'ont pas à charge de produire par exemple telle double page ou telle rubrique d'une page. Là, c'est vraiment une distinction qu'on fait. C'est plutôt des personnes qui vont venir faire des retours et dans leur retour proposer des suggestions. On le disait, c'est important, on a une petite charte du collaboratif où on insiste sur le fait que les échanges, évidemment, doivent se faire avec bienveillance et doivent se faire de façon constructive. Donc, par exemple, j'arrive pas en disant « ça me va pas ». Ça correspond pas ou c'est pas cohérent sans rien dire derrière parce que là ça rend la reprise un peu compliquée. Donc dans ce cadre-là, ils font souvent des suggestions. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure si on arrivait à lire. J'ai pas vu si c'était assez lent pour que vous puissiez voir.
Mais souvent, je sais pas, sur tel mot, ils vont dire, bah tiens, j'utiliserai plutôt tel mot, ou telle formulation de phrase, etc. Ces éléments-là vont pouvoir être repris. Donc, ils ont un petit contrat. Il n'y a pas de rémunération associée sur le rôle de co-auteur. Il y a une rémunération, évidemment, sur les équipes d'auteurs, les équipes de direction d'ouvrage, etc. Parce qu'on n'est pas du tout dans la même ampleur en termes d'investissement et de création de contenu. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Les co-auteurs rédigent pas de pages entières ou de rubriques entières. Ils vont plutôt faire des propositions qui peuvent être reprises, qui sont souvent reprises, discutées, puis en fait... Souvent, ça se fait pas exactement comme ça. Il y a un collègue qui dit « Ah, là, ça coince, je propose ça », et puis un autre qui réagit en disant « Attends, ça, c'est pas mal, mais est-ce que ça, ce serait pas encore mieux ?» etc. Et puis, il y a une boucle de discussion qui se forme, on se met d'accord sur un terme, qui va être le terme repris, in fine, dans la version retravaillée par les équipes. Ça répond... La motivation, c'est l'échange, c'est le fait d'être associé à un projet éditorial et d'en découvrir. Alors bien sûr, les coulisses, c'est toujours marrant de voir un peu quel est le travail de fabrication d'un manuel scolaire, de création d'un manuel scolaire. On associe aussi beaucoup par ailleurs. On a une équipe, nous, en interne, qui s'occupe des collègues qui participent, des co-auteurs. Et donc, on a une équipe qui associe beaucoup en envoyant des photos à plein d'étapes du projet, etc. Et puis, beaucoup nous disent, moi, j'utilise la version gratuite. J'ai pas acheté les versions payantes, les manuels, etc. C'est une façon pour moi aussi de participer à ce projet-là. Et puis, oui, c'est beaucoup... les filles en parlaient tout à l'heure, l'enrichissement que ça peut générer. On a beaucoup de témoignages à la fin des projets de co-auteurs qui nous disent « Mais merci, c'est trop bien de pouvoir vraiment dire tout ce que j'en pense, de dire ce qui va pas, et de voir que les versions sont vraiment, dans les faits, largement retravaillées et reprises. » Alors, je vois qu'il y a une longue queue. Je ne sais pas si c'est nous qui bloquons. C'est bon. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est sur un stand juste au fond là-bas, donc n'hésitez pas à venir approfondir les échanges. Merci à toutes et à tous.